Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous encore pour ce rendez-vous IFTH d'avril. Alors aujourd'hui, comme vous le savez pour beaucoup d'entre vous, hein, notre ADN en tant que centre technique, c'est l'innovation. Alors c'est la recherche appliquée, la preuve de concept, le prototypage, l'état de l'art. C'est au cœur de notre statut même de centre technique industriel. Et cette innovation, cette recherche, on la pratique à la fois dans le cadre de contrats privés, mais aussi dans le cadre de projets collaboratifs. Et c'est le sujet du jour. Nous, ça fait quand même 25 ans, si on s'arrête à la date de création de l'IFTH, que nous pratiquons le projet collaboratif. On a eu la chance de collaborer et collaborons toujours à de très nombreux projets, on le verra un petit peu plus tard. Et c'est toujours avec la même ambition, hein, c'est faire avancer le secteur textile et habillement, soutenir l'innovation, la durabilité et évidemment la compétitivité, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'objectif du webinaire, c'est un peu finalement ouvrir la porte vers cette dynamique collective. Et alors on va le faire modestement parce qu'une heure, c'est très court. Mais voilà, on essaye d'ouvrir une petite porte vers ces projets collaboratifs à travers notre propre expérience. Alors peut-être que ça générera des questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat et puis on y répondra en fin de séance. Et puis peut-être que certains, ça leur donnera l'envie de se lancer dans l'aventure. Alors aujourd'hui, c'est alors Carole, que vous avez peut-être vu le mois dernier déjà. C'est Carole Aubry-Melvaux qui est directrice scientifique adjointe qui va intervenir, hein, qui relève le challenge et qui sera accompagnée d'Axel Champion et Coralie Saurin, qui font partie de son équipe, qui sont ingénieurs R&D, chefs de projet R&D. Et maintenant que les présentations sont faites, je vous laisse la parole, mesdames. Merci Nadège, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver. Effectivement, j'ai la chance de pouvoir intervenir une nouvelle fois, j'ai envie de dire. Mais pour varier un petit peu, je vais laisser mes collègues aussi intervenir pour pouvoir vous présenter certains projets sur des sujets phares à l'IFTH. Hop. Alors, les projets collaboratifs, ça passe. Effectivement, c'est quelque chose qui peut faire peur parfois. Donc, l'idée aussi de ce webinaire, ça va être un petit peu de démystifier le projet collaboratif et de voir qu'il y a différents niveaux de projets collaboratifs et que ça peut apporter beaucoup à un laboratoire, un centre technique comme nous, mais également aux industriels. Donc, l'idée, c'est de pouvoir se dire, ben voilà, un projet, une idée, une innovation, comment on va pouvoir travailler tous ensemble pour aller beaucoup plus loin. Et ce que je vous propose de faire, c'est commencer peut-être par nos fameux préjugés, effectivement, que l'on peut avoir autour de ces projets collaboratifs, avec quelques exemples. Et puis, on va essayer de voir effectivement si vous ressentez un peu les mêmes choses. Le premier, par exemple, les projets collectifs, c'est lourd, administratif, et ça prend une éternité. Alors, on ne va pas se mentir, il y a quelques documents, quelques papiers à renseigner, que ce soit dès l'amont, le dépôt ou durant le projet. Mais il faut savoir qu'effectivement, pour certains appels à projets, pour certains financeurs, il y a quand même eu quelques simplifications. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi aujourd'hui. Et puis, en fait, j'ai un peu dire c'est une mécanique. Une fois qu'on est habitué, rodé, ça devient moins lourd administrativement. Mais effectivement, il y a certains appels à projets, je suis d'accord, on peut avoir cet a priori. Et on n'est pas seul hein, dans la gestion des dossiers. Il y a des cabinets qui peuvent nous accompagner maintenant. Donc, ça aussi, c'est une grande aide. Un deuxième préjugé, ça ne marche que pour les grandes structures ou les laboratoires. Alors, ça aussi, c'est pareil. Ça a beaucoup changé ces dernières années. Et l'idée première, hein, c'est de pouvoir apporter l'innovation au cœur des entreprises. Donc, les PME, notamment, sont très, très appréciées des financeurs. Malheureusement, ce n'est pas souvent les PME qui ont les moyens, les ressources de pouvoir effectivement déposer ces dossiers. Donc, c'est pour ça qu'on travaille sur du collaboratif pour vraiment générer les ressources et mutualiser les moyens. Donc, oui, il y a des grandes structures, oui, il y a des laboratoires, heureusement, puisqu'on parle d'innovation, mais toujours à viser et pour aider les industriels et les PME, vous verrez, ont une grande part et sont très prisés par les financeurs, puisqu'il y a des taux de financement qui sont très privilégiés pour les PME. Vous pouvez atteindre des taux de financement jusqu'à 80% pour certains projets. C'est trop risqué, on ne sait pas ce que ça va donner.
Alors, j'ai envie de dire, c'est propre à la R&D, pas que au projet collaboratif. À partir du moment où on va se lancer dans une innovation, un produit, un développement, oui, on peut effectivement ne pas obtenir le résultat escompté. Mais cependant, on va pouvoir quand même engranger un savoir-faire, un partenariat. Voilà, le résultat du projet n'est pas forcément un produit, mais ça peut être aussi des solutions et des partenaires. On finit toujours par tirer chacun dans son sens. Alors oui, ça peut arriver. Le partenariat, c'est clé, effectivement, dans le cadre d'un projet. Euh, on a eu effectivement, nous aussi, de notre côté, hein, des partenariats plus compliqués que d'autres, mais ces dernières années, beaucoup moins, parce qu'en fait, l'esprit collaboratif et le fait de identifier que seul, c'est très compliqué, ben, ça émerge aussi, même dans les grands groupes, même dans les industriels qui étaient très, très, très renfermés sur eux-mêmes, on voit qu'aujourd'hui, la collaboration est possible. Alors, l'idée, c'est pas de mettre deux concurrents, effectivement, dans un même partenariat, parce qu'effectivement, sinon, ça devient compliqué, mais on va dire l'harmonisation du consortium est très importante. Et la coordination clé, effectivement. Mais maintenant, il y a aussi des organismes qui sont très, très, très efficaces en coordination et c'est devenu presque un métier à part entière. C'est réservé aux geeks ou aux ingénieurs R&D. Alors ça, pareil, effectivement, on n'est pas obligé d'être au cœur de la recherche et du développement pour pouvoir participer à un programme collaboratif. On peut effectivement faire intervenir tout type de services et de métiers dans l'industrie, que ce soit le design, le marketing, effectivement, même le commercial peut être impliqué directement dans le service d'un projet, parce que ça touche toute l'entreprise, un projet collaboratif. L'idée seule de la recherche ne suffit pas si le design et le marketing derrière n'est pas en amont et dans la genèse aussi du projet. Donc, il faut savoir que ça implique effectivement tous les services. Dans le cadre des projets européens, on nous dit aussi parfois il faut parler un anglais parfait. Alors, pareil, je vous rassure, pour pouvoir participer à des projets européens, l'anglais n'est pas toujours parfait, mais que ce soit côté français, voire les autres pays, mais on arrive très bien à se faire comprendre et l'anglais technique, voilà, est quand même assez efficace et on arrive à se faire comprendre sur l'ensemble des projets. Et puis, c'est un moyen de progresser aussi sur ce côté-là, si jamais on considère qu'on a quelques faiblesses, mais il ne faut pas que ce soit un frein, je pense. Et puis, dans les grandes lignes, hein, ça ne sert à rien, il n'y a pas de débouché concret. Alors, comme le disais tout à l'heure, hein, effectivement, on n'est pas obligé d'avoir un produit fini à l'issue d'un projet. Ça peut être une avancée technologique, ça peut être un partenariat, ça peut être de la visibilité dans l'écosystème. Voilà, il ne faut pas s'attacher qu'au produit qu'on a visé initialement. Il y aura effectivement peut-être un parcours qui sera plus ou moins varié. On se fait voler ses idées. Alors ça, maintenant, on est bien au fait de cela et c'est pour ça que pour tous les financeurs, on a un accord de consortium, un accord de partenariat à établir dès le début du projet, justement pour éviter les soucis ultérieurs. Donc ça, c'est pareil, c'est cadré maintenant et les cabinets peuvent nous aider également. On n'a pas le temps, on a trop à faire. Ça, c'est vrai. Ça prend du temps, un projet collaboratif. Cependant, le temps que l'on va passer à travailler sur un projet mutualisé, ben, c'est du temps de gagner pour la suite et une avancée qu'on n'aurait pas obtenue seul. Donc, voilà, il faut voir bénéfice-risque, mais le temps, effectivement, on le rattrape à la fin du projet. Ce sont toujours les mêmes qui bénéficient des financements. Alors, c'est vrai qu'on peut voir toujours les mêmes noms. Ben, en fait, c'est parce qu'on y revient. Et une fois qu'on y a goûté, effectivement, on a envie d'apprendre et de connaître. Donc, on voit les mêmes personnes. Et alors, j'ai envie de dire, ceux qui voient toujours les mêmes noms, eh ben, lancez-vous, comme ça, on verra les vôtres. Ce n'est pas pour nous, on n'est pas assez innovant. Alors, ça, c'est pareil. C'est une fausse croyance. Je pense qu'à partir du moment où on a une idée, mais on n'est pas obligé d'aller faire une rupture technologique. On peut très bien juste avancer, faire une phase d'éco-conception, améliorer un procédé, relocaliser une technologie. Voilà, on n'est pas obligé d'innover à un niveau très technique pour pouvoir se lancer dans un programme collaboratif. Donc, participer à un projet, bah, c'est pouvoir accéder dans un premier temps, ce qui est intéressant, à un financement, à ne pas négliger, à des expertises, tout corps de métier, effectivement, et puis avec différentes entreprises, des technologies auxquelles on n'a pas accès chez nous en interne, et puis augmenter aussi sa visibilité, puisque ça nous permettra de communiquer de manière collégiale, mais aussi pour ses propres savoir-faire.
Rencontrer des partenaires, effectivement, on rencontre un partenariat, parfois qu'on ne connaissait pas et qui peut générer ensuite du business privé, potentiellement. On innove à plusieurs vitesses. C'est vrai qu'au quotidien, on a envie d'aller vite et développer et faire de la R&D pour produire un produit rapidement. L'idée de la recherche collaborative, qui peut être sur 1, 2, 3, 4 ans, c'est de prendre le temps, effectivement, de développer des produits plus ambitieux. On mutualise les risques. Effectivement, on travaille à plusieurs, on se fait aider financièrement, donc on mutualise les risques, mais aussi les réussites. Voilà, in fine, quand il y a un succès, on le partage également. Et puis, comme je vous le disais, on se rend beaucoup plus visible, on se fait repérer par des partenaires, par leur réseau également. Et effectivement, parfois, ça génère vraiment des partenariats auxquels on n'avait pas du tout imaginé. Donc, participer à un projet, c'est éviter seul les risques, comme on l'a vu. On partage avec l'écosystème, on n'est plus seul. Et puis, on se fait financer. On se fait financer du temps humain en interne. On se fait financer des matières premières, du temps d'essai, des amortissements d'équipements, voire des achats de matériel. Et puis, on peut aussi se faire accompagner pour la rédaction, le dépôt de brevet, parce que ça aussi, c'est une étape à franchir. Mais effectivement, on peut se faire accompagner et financer ces étapes. Et puis, valoriser, communiquer les résultats obtenus dans le cadre de ces projets. Et ça, c'est très, très important. Aujourd'hui, la recherche collaborative à l'IFTH, Nadège le disait, depuis 25 ans, de nombreux projets, donc plus de 600 projets collaboratifs menés à l'Institut. Donc on est très fiers et en relevant ce chiffre, on avait même été très étonnés avec Nadège. Actuellement, en cours, ce sont 21 projets de tous secteurs confondus. On verra des exemples tout à l'heure. Et je vous ai fait une petite cartographie pour bien visualiser les nombres de projets par rapport aux sources de financement. Les principales sources de financement, l'Europe, bien évidemment, mais également à l'échelle nationale, voire régionale. Et j'ai mis les fonds propres, c'est-à-dire les projets sur lesquels l'IFTH travaille seul. Enfin, en tout cas seul, mais pour toujours le collectif. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que l'Europe ne représente, entre guillemets, que 1/4 de nos projets et 1/4 des budgets alloués. Et la région, effectivement, n'a pas une part négligeable puisqu'elle représente à peu près 10% de nos projets, mais pour un montant qui est équivalent à plus de 30%. Donc, pour vous dire qu'entre l'Europe et la région, il peut y avoir un monde en dépôt de dossiers, en gestion de dossiers, etc., mais que les deux peuvent être source de financement et de projets collaboratifs. Donc, à ne pas négliger également les aides régionales. Et puis, national, effectivement, pour près de la moitié de nos projets, on est financé national, c'est l'ADEME, c'est BPI, voilà, ce genre d'organisme qui nous finance pour plus de la moitié de nos projets et qui représente à peu près 40% des budgets. Voilà, j'en ai fini pour cette introduction sur les projets collaboratifs. On va maintenant aller au cœur des sujets techniques avec un premier grand sujet qui nous concerne et qui nous touche toute la filière confondue autour du recyclage des textiles. Effectivement, c'est une thématique très regardée chez nous à l'échelle européenne et nationale. Et donc, je vais laisser la parole à ma collègue, donc Axel Champion, que certains d'entre vous doivent connaître également si vous travaillez sur le recyclage. Et elle va vous expliquer un petit peu les projets qui sont terminés, pour lesquels on a eu un succès, et pour d'autres qui sont toujours en cours et avec des belles perspectives. Je te laisse la parole, Carole. Effectivement, là, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu les projets qui ont été terminés et qui sont en cours et de balayer un petit peu aussi tous les technologies de recyclage, donc que ce soit mécanique, chimique, thermomécanique, enzymatique. Voilà, on va essayer de balayer un petit peu tout ça en vous donnant des exemples concrets de projets réalisés à l'IFTH. Alors le premier projet qui est terminé depuis un petit moment maintenant, je pense que ça fait plusieurs années, a été réalisé par mes collègues du Nord. Et donc là, on est plutôt sur un recyclage mécanique. Donc l'idée, c'était de partir en effet de déchets textiles, de réaliser de la découpe et de l'effilochage, pour arriver ensuite à faire un cardage, donc mettre toutes les fibres parallèles les unes des autres, et derrière étirer, faire une mèche, un ruban jusqu'à un fil. Donc les procédés mécaniques, c'est des procédés qui sont actuellement industrialisés.
Et donc ici, dans ce projet, l'objectif, ça a été vraiment d'analyser le comportement des différentes matières recyclées. Donc on était sur du coton, du polyester, de la laine, mais aussi de l'acrylique. L'objectif a été aussi de qualifier les fibres effilochées, donc notamment en termes de longueur, hein, parce qu'on sait que l'effilochage va venir en général raccourcir les fibres. Donc là, l'idée, c'était vraiment de les qualifier et derrière de regarder leur potentiel de réutilisation, et notamment dans le secteur du textile et habillement et de la maille. Donc, in fine, on a pu réaliser des prototypes avec plus de 50% de fibres effilochées, donc ce qui est plutôt bien. Et puis l'objectif, comme ce projet aussi avait vocation à être industrialisé, c'était bien évidemment d'optimiser les coûts de production et notamment les impacts environnementaux. Donc vous pouvez voir un petit peu les échantillons qui ont été réalisés au cours de ce projet sur les images sur la droite. Donc ça, c'était pour le recyclage mécanique. Et l'industriel a créé une marque derrière, c'est dans ce projet-là, hein, il me semble. Et il me semble bien, alors j'ai pas Et là, exactement là, ouais, toutes les infos, je sais pas si Carole, toi, KIA, je t'avais... crois. Ouais, il me semble bien Mm. aussi. Oui, c'est bien ça. Un deuxième projet, cette fois-ci, on est sur un autre type de recyclage. On est sur un recyclage enzymatique. Et ce projet-là, c'est White Cycle. Donc, c'est un projet qui est financé par l'Europe, un projet européen, Horizon Europe exactement. C'est un projet qui a commencé maintenant il y a plusieurs années, où on est 16 partenaires, donc en provenance de différents pays, et donc qui est porté par Michelin. Donc l'objectif ici, ça va être vraiment de travailler en boucle fermée, donc de partir de différents gisements. Donc ça va être des gisements multicouches complexes issus de vêtements, mais aussi des gisements polyester issus de polyester plus techniques en provenance de tuyaux et évidemment aussi de pneus. Donc ici, on a plusieurs étapes, notamment la première qui va être vraiment de séparer le polyester, de purifier en fait, on sépare les polyesters des contaminants. On va avoir toute une étape qui va être de préparer le polyester pour ensuite le recyclage. Donc là, on est sur tout un lot d'amorphisation. Puis ensuite, on va avoir tout ce qui est recyclage, donc dépolymérisation enzymatique par Carbios. Et après, l'idée, une fois qu'on revient au monomère, bien, ça va être de recréer un polymère, donc cette fois-ci par DITF, donc par le procédé de polymérisation. Et derrière, comme on travaille en boucle fermée, on va vraiment rechercher à réobtenir un fil, donc à l'échelle pilote, donc par l'IFTH, et à échelle industrielle par CORTSA. Et enfin, finalement, réobtenir soit un fil de grade habillement ou alors un fil plus technique qui servira derrière à refaire des pneus ou des tuyaux. Un exemple de mélange des genres aussi, hein, de Michelin à Inditex, quel était le lien au départ, quoi. Oui. Inditex, Zara. Alors, qui gère les... Voilà, merci. Donc là, un peu plus concrètement, nous, qu'est-ce qu'on fait dans ce projet? Comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur la partie vraiment pré-traitement des gisements, où on va chercher à avoir une cristallinité faible du polyester. Donc là, on va partir de gisements multicouches vêtements, on va le broyer et derrière, donc il existe plusieurs procédés, mais en tout cas, là, en l'occurrence, par un procédé thermique, on va chercher à affaiblir la cristallinité. Et on va faire de même pour les fibres plus techniques issues de pneus ou de tuyaux. Une fois que le PET a été purifié, qu'on a enlevé un maximum d'impuretés par un procédé thermique, on va aussi chercher à baisser la cristallinité. Donc, vous pouvez voir en l'occurrence les équipements IFTH sur les images en bas à gauche. Donc un broyeur mono-arbre donc qui nous permet justement de diviser la matière et
d'obtenir des petits broyats de différentes tailles en fonction des grilles positionnées. Et puis notre machine, donc un thermogranulateur, donc là c'est vraiment une machine spécifique qui nous permet d'alimenter en fibres et d'obtenir derrière des granules. L'autre lot où donc nous sommes impliqués, c'est au niveau du Work Package 4, où là on va tester au filage le RPET issu du recyclage enzymatique. Donc carbiose dépolymérise, on a une repolymérisation et derrière on réobtient des granulés qui vont nous permettre donc des granulés destinés pour l'habillement, des granulés destinés pour le technique et qui vont nous permettre justement de fermer cette boucle et de réobtenir donc des pneus, des tuyaux et des vêtements complexes multicouches. Donc vous voyez ici donc la ligne pilote IFTH. Donc pareil, ici on peut travailler à des conditions industrielles, mais on a l'avantage de travailler avec des plus faibles quantités, ce qui nous permet de déterminer les bonnes conditions procédés pour réaliser et pour répondre à un cahier des charges spécifique. Alors un autre exemple de projet, cette fois-ci c'est le projet Solstice. Donc un projet aussi européen financé par l'Europe où là on est plus de 20 partenaires et donc répartis un petit peu partout dans l'Europe. Et donc là, l'idée, ça va être vraiment de travailler. Alors, je pense qu'on peut passer à la slide d'après, ça sera peut-être plus simple pour expliquer exactement ce qu'on fait. Voilà, là, l'idée, ça va être vraiment de travailler cette fois-ci sur les 5 R. Donc, on va commencer vraiment par réduire les déchets, promouvoir la réutilisation, le réemploi, la réparation, et puis dans un dernier temps, de travailler le recyclage de différentes matières, puisqu'ici on va travailler sur le polyester, on va travailler sur l'élastane, sur le polyamide et sur le polyuréthane, mais aussi travailler au niveau régional, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher à créer des synergies au niveau régional, donc sur 4 régions en l'occurrence, en Italie au niveau de Prato, en Espagne, en Catalogne, pardon, en Allemagne au niveau de Berlin et en France on est au niveau de Grenoble. Donc nous, l'IFTH, où est-ce qu'on est impliqué vraiment? On est vraiment nous positionnés aussi sur le polyester. Et donc là, cette fois-ci, nous, on va être vraiment sur la qualification du polyester, donc issu du recyclage, mais cette fois-ci du recyclage chimique, avec la start-up Recycleit, où là, l'idée, ça va vraiment être aussi de requalifier le polyester pour réaliser un fil qui répond au cahier des charges des industriels. Et donc derrière, de pouvoir revenir à une étoffe et jusqu'à un produit fini. Et derrière, caractériser, que ce soit en termes de durabilité, d'affinité tinctoriale, vraiment caractériser jusqu'au produit fini. Alors voici un autre projet collaboratif, donc StarCube. StarCube, c'est un projet interrégional, donc entre la France et la Suisse, qui est géré par ma collègue Honorine Louis, dont vous avez peut-être entendu parler aussi. Et donc l'idée, c'est vraiment de revaloriser les textiles, mais aussi les plastiques. Donc, puisqu'on travaille en l'occurrence avec IPC, qui est CTI comme nous, mais plutôt sur les plastiques composites. Et là, l'idée, c'est vraiment de travailler donc aussi au niveau régional, mais cette fois-ci régional transfrontalier entre le Grand Genève et donc une partie de la France sur cette fois-ci les 3 R, réemploi, réparation et recyclage. Donc, on va vraiment créer des synergies entre tous les acteurs du recyclage, donc que ce soit des centres techniques, mais aussi des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Tout ça en développement des solutions qui vont être techniquement viables, mais aussi économiquement viables. Voilà. Donc ce projet-là, il dure 2 ans et demi. Et donc on m'a changé un petit peu ma slide, mais je sais plus ce que
où je voulais en venir. Voilà, et en fait, la particularité aussi de ce projet-là, c'est que du côté IFTH, on est chef de file. Et donc aussi responsabilité à ce niveau-là. Alors la première étape donc, qui a été très importante et qui a été encore en cours d'ailleurs sur ce projet-là, ça va être vraiment la cartographie des gisements de déchets textiles. Alors on le fait aussi pour le plastique, mais je vais surtout parler des textiles parce que c'est là où IFTH est vraiment impliqué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir une vision claire des déchets qu'on a en France au niveau textile. Donc l'idée, ça va vraiment être de travailler avec les centres de tri pour quantifier et qualifier les flux de gisements. Et dans le but de derrière, trouver des voies de valorisation, donc que ce soit en réutilisation, réemploi, mais aussi recyclage. Donc, nous sommes aidés et en collaboration d'ailleurs avec des centres de tri qui sont français et suisses. Et donc, c'est une cartographie qui va se faire pendant 1 an. Avec 3 centres de tri qui vont prélever 200 kg de textiles par semaine et qui vont vraiment trier selon des catégories que l'on a prédéfinies tous ensemble, 20 catégories exactement. Donc, par exemple, on va trier le coton d'un côté, le polyester de l'autre, le coton élastane d'un autre côté, etc. Donc, selon 20 catégories. Et donc l'idée, voilà, ça va être de trier séparément et puis de regarder aussi les textiles qui ont des points durs et ceux qui n'en ont pas. Donc vous avez un petit exemple ici des répartitions donc des matières sur... là, on a pris l'exemple du mois d'août 2024. Et donc là, pour le moment, on le fait en lisant les étiquettes. Donc forcément, il y a toute une partie qui ne va pas être catégorisée parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même 40%, en tout cas sur le mois d'août, où on n'a plus d'étiquette. Donc, en tout cas pour le moment, impossible de savoir vraiment de quoi est composé au niveau matière ces textiles-là. Donc après, voilà, en termes d'exemple, on voit qu'on a 32% de coton, 8% de polyester, et après on passe sur du mélange avec du coton polyester, coton élastane, laine acrylique ou encore coton acrylique. Donc là, l'idée, ça va vraiment être de voir, donc en fonction du lieu de collecte, que ce soit en France ou en Suisse, s'il y a vraiment une influence sur les volumes et sur les typologies de matière sur ces textiles. Mais aussi de voir l'impact des saisons sur le type de matière. Et donc là, comme je le disais, pour le moment, la cartographie actuelle se fait en lisant les étiquettes. Mais à terme, l'objectif, et c'est en cours d'ailleurs actuellement, c'est vraiment que les centres de tri puissent s'équiper de mini-scanettes qui vont pouvoir, grâce à une technologie de spectroscopie infrarouge, qui vont permettre de vraiment reconnaître les matières. Et donc, tout l'intérêt aussi, ça va être de comparer la cartographie réalisée donc avec ce spectromètre de la cartographie réalisée en lisant les étiquettes. Bon, alors l'inconvénient aussi, alors c'est très pratique parce que du coup, ça va beaucoup plus vite que de chercher l'étiquette, parce qu'en fonction de la typologie du textile, l'étiquette n'est pas placée au même endroit, donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc là, c'est beaucoup plus simple, on va vraiment scanner le textile. En revanche, on est sur de la spectroscopie, donc c'est une technologie de surface. Donc dès qu'on a des textiles multicouches, et dans le textile, ça arrive quand même régulièrement, on va pas voir les couches du milieu ou alors la couche qui n'est pas scannée par l'appareil. Et puis aussi tout ce qui est noir de carbone, là comme on est sur de la spectroscopie, comme le noir absorbe la lumière, on va pas forcément avoir de retour de signal et ça peut fausser, ou même pas fausser, on peut ne pas avoir de résultat lorsqu'on a du noir de carbone. Et donc, un dernier projet concernant le recyclage donc, que nous avions envie de vous présenter cette fois-ci donc, par ma collègue Laurane. Et cette fois-ci, c'est du recyclage de composite. Donc, composite, c'est-à-dire un mélange de fibres
et de matrices, où là, l'objectif, c'est de recréer en France une filière de recyclage carbone. Alors, il y a différents partenaires à différentes échelles, parce que l'idée, c'est de commencer à petite échelle et puis après de scale up, de monter le procédé à une échelle plus importante. Et donc, la première étape, donc, c'est déjà de séparer la matrice des fibres. Donc, c'est fait par Alpha Recyclage Composite, où l'idée, c'est par un procédé de vapothermolyse, donc qui est un procédé doux en termes de conditions, va permettre derrière de récupérer des fibres de carbone qui n'ont pas été altérées. Donc, ces fibres de carbone sont comprises entre 3 et 80 mm. Et donc, c'est derrière nous, ces fibres-là, qu'on va chercher à retravailler. Donc, la première étape, ça va être vraiment de préparer la matière, donc avec des procédés d'ouvraison et d'enzymage. Et puis ensuite, d'orienter toutes ces fibres-là, de les rendre parallèles avec un procédé de cartage. Et après, d'étirer, bobiner, retordre, tout ça dans l'objectif de réobtenir un fil qui soit derrière réutilisable de nouveau pour travailler en boucle fermée. Donc là, on était aussi sur un procédé, cette fois-ci financé par l'ADEME, donc financement national. Merci Axel. Effectivement, on a fait un bon tour d'horizon varié des sujets recyclage en finissant par les composites. Et je vous propose d'enchaîner avec une autre thématique phare chez nous, qui sont les alternatives effectivement aux substances chimiques dangereuses. Et pour cela, donc, j'ai ma collègue Coralie Severin avec nous, spécialisée dans ces thématiques et qui va pouvoir vous exposer quelques projets en cours. Et là, ça devait bien passer. Oui, merci Super. Carole. De rien. Bonjour à tous. Donc en effet, je vais vous présenter un petit peu les projets sur les alternatives aux substances à risque. Je pense que tu peux passer, Carole. Parfait, merci. Donc le premier projet, le projet After. Donc After pour après fonctionnel textile éco-responsable. Donc on a plusieurs missions dans ce projet collaboratif qui est un projet national donc financé par l'ADEME. Donc c'est de développer plutôt et de formuler 3 nouveaux apprêts donc monofonctionnels, donc pour de l'infroissabilité sans formaldéhyde, de la déperlance sans PFAS et tout ce qui va être non-feu sans produits halogénés. En plus du monofonctionnel, on va tenter de faire également des formulations multifonctionnelles, donc par exemple de l'après déperlant et non-feu. Évidemment, l'objectif, c'est de diminuer l'impact environnemental et sanitaire de ce qui est utilisé actuellement. Donc, on fait très attention à ce qu'on met dedans. Et l'objectif à terme, c'est de faire progresser donc la maturité de ces fonctionnalités. On ne s'arrête pas à l'échelle laboratoire. Notre objectif, c'est que ce soit plus tard commercialisé et que les ennoblisseurs puissent l'utiliser. Je reviendrai dessus un petit peu après. Et évidemment, il faut qu'on valide donc les performances de ce que nous développons. Donc, on les applique sur textile, on les applique à échelle laboratoire et à échelle industrielle. Et ensuite, on vérifie qu'on est proche quand même de ce qui est attendu par le cahier des charges, donc par les clients. Et ensuite, on fait une ACV pour vérifier que, comme on l'espérait, on a bien diminué l'impact environnemental et sanitaire. Et évidemment, on a une étude de conformité, c'est-à-dire qu'on sait que, surtout en France, le label Ecotex est très important. Donc, on vérifie que le produit qu'on va développer sera à terme éligible au label Ecotex. Alors, l'IFTH ne va pas certifier dans le cadre d'un projet puisqu'on ne peut pas être jugé partie, mais on s'assure que ce soit possible à terme. Voilà, c'est un projet de 48 mois qui a démarré en 2021 et qui voit sa fin arriver en septembre, donc très prochainement.
Merci, Carole. Donc, en termes de résultats, on a très bien évolué donc, sur la partie EasyCare. Donc, c'est l'amélioration d'une formulation qui a été développée dans le cadre d'un autre projet collaboratif que je vous présenterai un petit peu plus tard. Donc, on a bien validé l'échelle laboratoire. Une fois qu'on a validé cette échelle laboratoire, on a fait un scale-up. Donc, on a une première étape chez un de nos partenaires, donc Rescol, qui est un partenaire chimique qui va vérifier que quand on va produire, par exemple, 50 litres, notre solution, elle reste stable, qu'on conserve tout ce qui est stabilité et cinétique. Et une fois que c'est validé, on va passer sur les lignes de production de notre partenaire industriel, qui est TAD. Donc, à échelle de l'EasyCare, ça a été validé. Aujourd'hui, nous avons confirmé que nous avons de bonnes performances par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Donc, nous sommes équivalents, voire sur certains points meilleurs que des solutions commerciales. Et la CV est en cours. En ce qui concerne la déperlance, alors avant qu'on me pose la question, aujourd'hui on n'arrive pas à travailler sur l'éléophobie. On parle vraiment d'hydrophobie, donc déperlance à l'eau. Nous avons une formulation qui, à échelle laboratoire, montre de bons résultats, mais uniquement sur polyester, parce que ce que j'ai un petit peu oublié de préciser, c'est qu'aujourd'hui on travaille sur des tissus, enfin un tissu qui est mélange polyester-coton, mais on travaille également sur de la maille coton et de la maille polyester. Et sur polyester uniquement, aujourd'hui, on arrive à avoir une tenue sur 10 lavages avec un spray test à 4 sur 5. Donc, on s'est arrêté à 10 lavages parce que le cahier des charges parlait de 10 lavages, mais on a l'intention de poursuivre l'étude qui peut le plus, peut le moins. On va essayer de voir si on peut aller plus loin. Aujourd'hui, donc, cette formulation est en cours de transfert à échelle industrielle. Comme je vous disais, quand on passe de l'échelle laboratoire où on va faire grand max 1 litre à des réacteurs de 50 litres, il y a des changements de cinétique. Donc aujourd'hui, c'est en cours de travail et d'études. Et on attend du coup cette partie, d'avoir un petit peu avancé sur la partie industrialisation pour poursuivre la CV et la comparaison des performances. Ensuite, nous avons un autre projet qui est le projet BioSushi, donc qui va travailler sur le développement de 3 revêtements. Donc pourquoi 3? Parce qu'on travaille avec d'autres industries, d'autres secteurs. C'est un projet européen, donc nous sommes 14 partenaires de 8 pays différents. Et donc, il y a une partie sur tout ce qui va être emballage alimentaire, une partie qui va être sur vraiment la partie emballage cosmétique et une partie sur le textile. Nous sommes vraiment focalisés sur le textile, évidemment, mais on travaille en collaboration avec le reste du consortium, puisqu'il y a une partie qui s'appelle le Safe and Sustainable by Design. Donc, cette partie-là a pour objectif de vérifier que tout ce qu'on va faire ne sera pas toxique plus tard. Donc, on a toute une étape d'écotoxicité. On vérifie l'écotoxicité, que ce soit de la formulation finale, mais également des formulations, des matières premières. Il y a une partie modélisation pour s'assurer que plus tard, on ne va pas relarguer d'autres molécules qui sont dangereuses. Par exemple, vous savez, tout ce qui est alternative au formaldéhyde, des fois, il n'y a pas de formaldéhyde dans la solution, mais par contre, ça peut relarguer plus tard du formaldéhyde. Et donc ça, on s'assure qu'on n'aura pas ce problème-là plus tard. Et ensuite, on va avoir une étude sur tout ce qui va être la normalisation, donc s'assurer qu'on pourra bien répondre aux normes, mais peut-être qu'il faudra revoir certaines normes, par exemple pour l'oléophobie, puisqu'on travaille sur le remplacement des PFAS, s'assurer qu'on pourra répondre aux normes et peut-être que potentiellement, il faudra revoir certaines normes, puisqu'on ne sera plus en capacité d'y répondre sans les PFAS. Nous travaillons également avec des produits qui sont... je pense que tu peux passer à la slide, pardon.
Nous travaillons avec des produits biosourcés, d'où le nom de BioSushi. Donc aujourd'hui, on fait de la chimie sol-gel, donc sans fluor. On travaille en solvant aqueux, évidemment, hein, les industriels de l'ennoblissement ne veulent pas de solvant qui pourrait s'évaporer. Comme je vous le disais un peu plus tôt, on étudie tous les produits qui sont utilisés, qui sont développés par une étude SSBD, et toutes nos formules passent par des tests de cytotoxicité. Aujourd'hui, donc encore une fois, hein, il y a du biosourcé dessus. Donc aujourd'hui, on a une formulation avec à peu près 2/3 des produits qui sont utilisés qui sont biosourcés, ce qui est déjà pas mal. Et on arrive à avoir des spray tests jusqu'à 3/5 après 10 lavages, donc à 40 degrés. Encore une fois, on arrive à bien tenir uniquement sur polyester. Et aujourd'hui, on a des risques moyens à faibles en termes de SSBD, sauf on a un produit qui est un tensioactif, mais on en met 0,2%, c'est vraiment très minimal, et c'est un produit qui est utilisé aujourd'hui, mais qui est considéré comme risque maximum juste parce qu'il est irritant. Voilà, c'est rien de cancérigène ni quoi que ce soit. Puisque sinon ce serait abandonné, hein, évidemment. Pour les prochaines étapes, donc on continue de chercher pour obtenir de l'oléophobie. Ce qui est très dur à obtenir, l'oléophobie, c'est pas tellement à 0 lavage, c'est plus au-delà du lavage. Quand on arrive à apporter une rugosité de surface, ce genre de choses, ça peut partir très facilement au lavage. Encore une fois, on étudie la montée en échelle. Il y a toute une étude également sur le coût, parce que qui dit biosourcé dit évidemment ça coûte plus cher, puisque c'est des molécules naturelles qui sont retravaillées, donc ça demande beaucoup de moyens. Et évidemment, il y a toute une étude sur l'acceptation du consommateur et des industriels pour voir si ils considèrent que les performances obtenues via des procédés plus green sont acceptables au vu du coût et des performances. Et enfin, je vais vous parler de notre success story, donc NoFormol, qui était un projet collaboratif qui était national également, financé par BPI France. Donc c'est un projet qui précédait After, où nous devions développer donc un après sol gel pour de l'infroissabilité sans formaldéhyde. Donc avec, encore une fois, et ça on fait attention à chaque fois, un passage de transfert à l'échelle industrielle, et évidemment de valider les performances qui sont obtenues sur cette échelle industrielle. Donc nous appliquions ces formules-là sur coton et sur des mélanges polyester-coton. Avec un cahier des charges, encore une fois, pas de modification de toucher, de couleur. On fait attention à pouvoir respecter les restrictions Ecotex. Toujours travailler en milieu aqueux. Attention à la tenue au lavage, évidemment, et tout ce qui va être diminution de l'impact écologique. Et la plus difficile des contraintes est dans la même gamme de coûts que le formaldéhyde. Merci. Donc, suite à ce projet, nous avons pu déposer un brevet en copropriété entre l'IFTH et Rescol, donc Rescol qui est un partenaire de l'industrie chimique, avec une formulation relativement simple, c'est-à-dire qu'on avait 4 composés, un pour l'adhésion, un pour le toucher, des additifs qui sont utilisés couramment par les industriels, donc des agents mouillants, des adoucissants, et c'était ceux des industriels, c'est-à-dire qu'on s'adaptait aux produits qu'ils avaient déjà, et un promoteur d'adhésion qui servait également de catalyseur. Les résultats étaient plutôt bons, donc on avait des bonnes performances en termes d'angle rémanent, de résistance à l'abrasion, de froissabilité, et par contre, on avait un léger écart de nuance et on avait un problème en termes de coût, c'est-à-dire que le formaldéhyde, c'est si bon marché que c'est très compliqué d'être compétitif.
Par contre, on avait un très bon impact environnemental. La CV était vraiment très, très bonne. Et donc, l'objectif du projet After, c'était de poursuivre vraiment ces travaux, de se dire, on est capable de faire quelque chose. Aujourd'hui, il faut qu'on aille plus loin, qu'on puisse proposer quelque chose aux industriels qui soit acceptable en termes de coût, de performance, d'écart de nuances de couleurs, c'est-à-dire des produits qui pourront appliquer. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on est assez serein sur tout ce qui est impact environnemental pour After. On sait un petit peu de quoi on part. Voilà. Et c'est des choses qui tiennent à cœur à l'IFTH, de faire attention de ne pas remplacer la peste par le choléra et de trouver des solutions qui puissent être à la hauteur. Merci Coralie. Effectivement, un bon panel de projets autour de ces alternatives à ces substances. Alors, on a fait un focus assez précis sur le recyclage et puis sur les substances chimiques. Moi, je vais poursuivre la présentation en essayant d'être le plus En 20 rapide minutes. possible. Voilà. Mais l'idée, c'est de vous montrer un petit peu le panel d'autres projets collaboratifs, mais autour de sujets techniques également. Voilà, on tient compte effectivement de l'impact environnemental, mais on n'oublie pas la technicité et la fonctionnalisation des textiles qui sont également très importants et qui nous permettent de nous démarquer aussi de la concurrence. Avec des exemples et un premier, un succès nous concernant, c'était le projet Effigie, où on a développé des multifilaments fonctionnels, cette fois-ci avec des propriétés notamment de phosphorescence et de rétro-réflexion. L'idée, c'était de pouvoir travailler sur des fils lumineux pour des applications de sécurité, la phosphorescence et la réflexion pour les milieux qui reçoivent du public ou bien des équipements sportifs, par exemple, pour la visibilité la nuit. Mais également aussi pour des aspects de fashion, design, etc. Et donc, on est très fiers de ce projet puisqu'on a pu aboutir à l'issue du programme au développement d'un fil. Ici, vous voyez une courbe effectivement de phosphorescence. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a comparé un fil commercial polyester disponible sur le marché phosphorescent au fil développé dans le cadre de ce projet. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'effectivement, on a beaucoup amélioré la luminosité du fil après extinction des lumières et surtout sa persistance, puisque le fait de maintenir plusieurs heures dans l'obscurité nous permettait d'atteindre des niveaux de performance pour des applications de sécurité, c'est-à-dire pour très bien alimenter ces fils dans des établissements qui reçoivent du public, sur des moquettes, des rideaux, des sièges, etc., pour favoriser l'évacuation notamment de personnes lors malheureusement d'événements. Un autre projet, effectivement, pour lequel on a développé des technicités, c'est le projet Miroir. Alors, Miroir, l'objectif, c'était de travailler sur le développement de textiles multicouches par un procédé de métallisation de surface. Métalliser une surface, ça veut dire apporter des propriétés de conduction électrique, dissipation de charge, mais également de protéger contre la chaleur et aussi, pourquoi pas, le rêve ultime dans le secteur de la défense et des EPI, très regardé aujourd'hui, des applications de furtivité, c'est-à-dire une invisibilité aux infrarouges. L'objectif de ce projet, c'était de travailler sur cette couche métallique sur textile. Alors, qui dit métal, ça peut être tout type de métal. On peut y avoir de l'aluminium, de l'argent, etc. Par l'activité d'un plasma. Donc, le plasma, c'est le quatrième état de la matière, un gaz que l'on va surexciter et qui, dans le contexte de la métallisation, va pouvoir décrocher des petites particules métalliques pour le déposer sur le textile qui se trouve en face de lui. Donc, on peut appliquer une nanocouche de métal, donc on limite les frais de matières premières, mais qui apporte toutes les fonctions de conduction, qu'elles soient thermiques ou électriques. Et vous voyez ici un panel de possibilités de propriétés. Ça peut être aussi bien pour des applications sécuritaires et des équipements de protection individuelle, chez nos pompiers, on les verra tout à l'heure les pompiers, les militaires ou l'industrie, mais aussi pour des applications de design, packaging, dans l'habillement, la haute couture, etc. Donc, on peut imaginer tout type d'applications. Et vous voyez ici, par exemple, en photo, les démonstrateurs miroirs avec effectivement des logos. Voilà, on peut appliquer tout type de matière.
Nos pompiers, justement, on a travaillé aussi pour eux, notamment les pompiers de Nîmes, pour pouvoir les aider, les accompagner dans le développement de sous-vêtements pour leur confort, notamment en gérant l'humidité des sous-vêtements, mais aussi dans les vêtements de pompiers pour limiter la montée en température, donc limiter le stress thermique, et qui permet d'augmenter leur temps de fuite dans les lieux, effectivement, de feu. Donc, l'idée, c'était de travailler, alors un projet sur 5 ans. Vous voyez, je vous avais dit que c'était plus ou moins long. Bon, là, on a eu une excuse en 2020, on a eu une petite coupure qui fait qu'on a dû prolonger effectivement le projet. Mais l'idée, c'était de travailler dès l'amont, donc dès l'enquête vers les pompiers. Quelles sont leurs problématiques aujourd'hui? Comment les aider à améliorer leur confort? Jusqu'au développement des prototypes, aux tests également associés pour pouvoir arriver in fine, presque 5 ans après, aux tests au portée et pouvoir évaluer les performances. Et donc, on a eu la chance de pouvoir pratiquer tous ces tests dans des caissons thermiques et accompagnés par des pompiers qui nous ont suivis tout au long du projet. On a vraiment eu leur retour pour développer pour eux des tenues approuvées en situation d'usage, des sous-vêtements beaucoup plus confortables et surtout des systèmes électroniques embarqués pour les aider à prévenir les risques. Et pour nous, on y a gagné aussi dans le cadre de ce projet, puisqu'on a pu développer effectivement techniquement des produits en déposant une enveloppe solo, mais aussi développer des méthodes de test en interne pour des phénomènes de chaleur, d'humidité et de résistance à la vapeur. C'est un gros succès pour nous également. On sort un petit peu du textile, on va aller dans le milieu des composites, mais pareil, toujours de la fonctionnalisation. Ici, on va aider les partenaires de ce projet Aristote à développer des nouvelles générations de réservoirs à hydrogène, toujours dans l'objectif de diminuer l'impact environnemental, donc avec des réservoirs composés de matières biosourcées, 100% thermoplastiques, donc avec des propriétés de recyclage. Et nous, là-dedans, on va intervenir pour pouvoir travailler sur le développement d'un fil capteur qui va pouvoir capter la présence d'hydrogène, donc une fuite de ce réservoir d'hydrogène, mais aussi de capter un endommagement mécanique du réservoir de manière à prévenir les risques. Et pour cela, on se fait accompagner par une société partenaire qui s'appelle Polychrome et qui va développer effectivement ces pigments à propriétés chimiochrome et piézochrome, c'est-à-dire à changement de couleur par la chimie ou l'aspect mécanique. Donc, c'est un projet qui a démarré il y a à peine 1 an et on espère pouvoir vous présenter nos premiers fils capteurs d'ici quelques mois, voire quelques années. Et puis d'autres projets qui sont en lien très fort avec la filière, pas des sujets forcément techniques, mais qui font avancer la filière, comme le projet Durabi, dont vous avez peut-être entendu parler. Voilà, un gros travail de l'IFTH mené sur 2 ans pour pouvoir, j'espère, oui, pour pouvoir établir des scores de durabilité, effectivement, des produits. Et on a été aidé par plus de 80 marques, justement, à travailler sur ce projet pour étudier 12 catégories de produits, c'est-à-dire 10 000 vêtements testés, de manière à pouvoir aujourd'hui être en mesure de travailler à échelle nationale et européenne pour être force de proposition sur justement les réglementations, les normes à suivre à venir. Et donc, on travaille étroitement avec le BNTH, le SEN, pour pouvoir effectivement être acteur et que ces résultats de Durabi puissent être pris en compte dans les futures normes qui vont vous concerner notamment. Un autre projet d'envergure qui s'appelle Patent, dont l'objectif, voilà, c'est un plateau d'accompagnement à la transition environnementale qui va nous permettre de mettre en place des systèmes de caractérisation de nos produits textiles sur l'ensemble de la chaîne de valeur du produit. Depuis sa fabrication, on parlait des substances dangereuses avec Coralie. Voilà, identifier vraiment ces substances, comment les mesurer, comment les détecter. Tout ce qui est rejet, émission durant l'usage du produit, nos microfibres, comment on va pareil, les détecter et les qualifier. La durabilité, on l'a vu effectivement avec Durabi à l'instant. Et puis la fin de vie, comment on va caractériser nos matières premières à recycler et pour identifier quel process. Et tout cela, ça va engranger des données, des datas, et on va se faire aider par l'intelligence artificielle pour pouvoir nous mettre en place effectivement des référentiels, des données pour pouvoir à terme pouvoir se positionner quand vous allez pouvoir développer des produits sur le marché. On pourra effectivement essayer d'évaluer si votre produit la position de votre produit par rapport aux concurrents par exemple ou aux autres produits sur le marché.
Donc, c'est une véritable base de données qui est en cours de construction et pour laquelle nous, on a dû aussi se mettre à l'intelligence artificielle. Et on va l'utiliser dans d'autres domaines également aussi pour le LabCop d'ITEX qui a été établi avec l'Université de technologie de Troyes, l'UTT, pour pouvoir intégrer justement l'IA dans la chaîne de valeur filière, dans la filière textile et habillement, et particulièrement dans l'étude de la morphologie aujourd'hui de nous, tout simplement, pour pouvoir effectivement améliorer la gestion des données morphologiques et mieux comprendre et anticiper en fait les évolutions de nos corps et du coup de la mode in fine, et pouvoir travailler sur le taillant, etc. Donc beaucoup d'enjeux aussi sur l'IA sur lesquels IFTH également travaille aujourd'hui. Voilà un tour de tous les projets. Alors, pourquoi se lancer dans un programme collaboratif? Comme je vous le disais tout à l'heure, on a accès à un réseau, des partenaires, on mutualise les risques, les succès, on accélère la R&D et on devient visible aussi dans l'écosystème. Et puis, non négligeable, un fort soutien financier qui est assez sécurisé. Les étapes pour aller jusqu'à là, pour pouvoir démarrer un projet, c'est d'abord identifier un besoin d'innovation. Vous, un de vos partenaires, un de vos clients, pas forcément, voilà, l'idée n'est pas forcément de vous, mais de ce que vous pouvez entendre aussi autour de vous. Rencontrer des partenaires, donc effectivement monter un partenariat, monter un dossier et le déposer. On a vu qu'on pouvait se faire aider pour cela maintenant. Et puis démarrer le projet. Voilà. Et pour cela, en fait, un projet, c'est pas forcément, on l'a vu tout à l'heure, il y a près de 20 partenaires parfois, mais c'est pas nécessaire d'être aussi nombreux. C'est même parfois plus efficace d'être moins nombreux. Donc, à partir de 2 partenaires, on est déjà collaboratif. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une idée de projet, on est là aussi pour vous apporter notre expertise, notre réseau. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Si des sujets vous ont inspiré aujourd'hui ou si vous avez d'autres idées, voilà, on est forcément ouvert à toute proposition. Je pense que du coup, tu as eu très très peur de ne pas rentrer dans le timing. On est bon, 18h01. On est bon. C'est bon. Alors, est-ce que j'ai pas vu de questions? Alors, est-ce que c'était très clair ou est-ce que ça génère des interrogations qui viendront plus tard? N'hésitez pas, on peut encore rester connecté 5 minutes. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que vraiment là, ce qu'on voulait aussi montrer, alors il y a l'aspect technique effectivement qui va intéresser selon votre profil plusieurs d'entre vous, mais c'est la diversité des solutions qui sont apportées par ces projets. Oui, ça peut être un petit peu lourd, un petit peu compliqué quand on n'a pas l'habitude, etc. Mais quand on est bien accompagné, tout se fait. Et surtout, je pense que l'apport de connaissances, le transfert de connaissances qui peut s'opérer tout au long d'un projet, et c'est quelque part, ça n'a pas de prix. Parce que voilà, on rentre dans des univers, et je pense à Aristote, ou voilà, des projets qui sont parfois un petit peu atypiques, on va dire, parce que la filière textile, pourquoi un centre technique textile dans Aristote? Les transferts de technologies entre différents secteurs, entre la mécanique, l'informatique, etc., c'est vraiment source de solutions qu'on n'aurait pas pu imaginer au départ souvent. Donc, je pense que voilà, c'est vraiment cette diversité, cette complémentarité qui est intéressante. Mais voilà, ce n'est que mon avis, mon humble avis. Pas de questions? Alors, la présentation, on ne les donne plus. Par contre, on met le replay en ligne. Donc là, normalement, je vais arrêter l'enregistrement. Et demain ou au plus tard lundi, ce sera disponible sur la chaîne YouTube. Et voilà, s'il n'y a pas de questions, merci beaucoup pour les petits mots. Et puis s'il n'y a pas de questions, je crois, on va libérer les équipes et puis tout le monde, et puis on va vous libérer vous aussi. Pour l'agenda, alors pas de rendez-vous IFTH au mois de mai cette année parce que c'était vraiment trop compliqué de trouver une date avec tous les ponts. Donc j'espère que vous allez bien en profiter, mais on se retrouve au mois de juin. Et puis d'ici là, profitez bien de ce week-end de Pâques qui arrive. Merci. 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 Et bonne fin de journée. Au revoir à tous. Bonne fin de journée.